Je vous propose maintenant de débuter notre webinar en revenant en premier lieu, en première partie, sur la séquence de confinement, déconfinement. Nous venons de traverser et nous traversons encore une crise sanitaire sans précédent. Les entreprises ont dû se réorganiser en quelques jours, quelques semaines, pour mettre leurs salariés en sécurité, pour respecter les contraintes sanitaires imposées par les pouvoirs publics et pour maintenir leur activité économique. En fonction des secteurs d'activité, la gestion de cette phase de confinement-déconfinement a pu être différente. Ce que je vous propose immédiatement, c'est donc de demander à nos intervenants de revenir successivement sur la façon dont ils ont géré cette séquence dans leurs entreprises respectives. François Moreau, le monde de l'intérim a été l'un des premiers fortement impactés. Je vous propose donc de débuter cette première partie. Oui, donc Adecco a été impacté de façon extrêmement brutale, comme beaucoup d'entreprises. Juste pour vous donner une comparaison, 2008 qui est un peu malheureusement notre benchmark, moins 18% dans l'intérim. 2020, moins 60%, donc un impact extrêmement violent. Du jour au lendemain, la France et notamment l'économie française s'arrête, les usines décident soit de réduire leur activité, soit de fermer. Et donc, on a eu un impact en France par rapport aux autres localisations d'Adecco qui a été beaucoup plus important, peut-être pour deux raisons. D'abord parce que le confinement a été plus strict en France que dans d'autres géographies. Ça, c'est peut-être la première réponse. Et la seconde, c'est sûrement lié aussi au fait que le gouvernement français a décidé de mettre en place l'activité partielle et donc beaucoup d'entreprises ont décidé d'y recourir. Donc ensuite, c'est comment on pilote cette crise, c'est-à-dire il y a l'aspect, la réaction immédiate qui est la sidération, et ensuite c'est voilà, comment on prend les mesures d'urgence à la fois vis-à-vis de nos salariés, de nos intérimaires. Première chose, c'est qu'on voit, et on a la chance d'être un groupe international, et notamment d'être présent en Chine, assez fortement d'ailleurs, que cette crise sanitaire va arriver en France. Donc dès le mois de mars, début du mois de mars, on met en place une cellule de crise qui se réunira ensuite tous les jours pour anticiper un certain nombre de mesures. Ensuite, on décide d'avoir un comité de direction journalier. Alors, il se trouve que moi, je prenais ma casquette de vice-président d'Adecco quelques semaines avant, et donc j'arrive dans cet environnement un peu particulier. Finalement, c'était mon deuxième comité de direction, avec évidemment des ordres du jour de crise et d'urgence, avec peut-être enfin, et je pense que ça reviendra dans les intervenants, un aspect communication extrêmement important, c'est-à-dire d'être capable de vraiment d'être très proactif vis-à-vis des équipes sur comment elles se sentent, quelles sont quasiment jour après jour, hein, l'évolution de la situation pour à la fois être rassurant et leur donner un peu de visibilité. Évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, notre sujet majeur, c'est la protection des salariés. On se conforme à la fois aux décisions du gouvernement, mais quelques jours avant, on décide de fermer l'ensemble de nos agences, 1300 agences sur le territoire national, et de demander à ceux qui le peuvent de travailler de chez eux, donc mise en place du télétravail, une expérience très particulière hein, pour un groupe qui est très présent localement, le contact. Je vous rappelle que notre activité majeure, c'est l'intérim. Ce qui est important, c'est évidemment les rapports humains, les relations humaines. Et donc, du jour au lendemain, on met les équipes en télétravail avec évidemment un système IT qui avait été pour le coup bien préparé. Et je pense là encore que ça sera intéressant dans les retours d'expérience. Heureusement qu'on avait une infrastructure IT qui nous a permis finalement de switcher. En l'espace d'une semaine, on a mis nos 9000 salariés en télétravail. Donc, le sujet ensuite de la santé des collaborateurs, il se trouve que heureusement, hein, toutes les entreprises n'ont pas fermé. On a parlé beaucoup des entreprises dites essentielles, qui étaient nos principaux clients. Je pense bien évidemment au secteur de la santé, à l'industrie agroalimentaire, mais aussi
à l'énergie, aux télécoms, à l'e-commerce qui a été aussi beaucoup sollicité. Et tout ça, toutes ces activités, c'est nos clients. Donc, comment à la fois sensibiliser nos intérimaires sur la nécessité de mettre en place de façon systématique les gestes barrières, de s'assurer aussi que les conditions de sécurité sont bien respectées chez les clients, c'est extrêmement important. Ça ne suffit pas de sensibiliser ses collaborateurs ou ses intérimaires, c'est s'assurer que les conditions sont bien respectées. Et là encore, on a mis en place donc un webinar obligatoire pour l'ensemble de nos collaborateurs sur la sensibilisation aux gestes barrières. Ensuite, cette crise, finalement, elle nous a permis d'accélérer une dimension importante, c'est la digitalisation de nos outils. Comme je l'ai dit, une des activités essentielles, c'est l'intermédiation, et notamment l'intérim, avec une activité qui reste très présente sur les territoires, avec la présence encore de 1300 agences. Et donc, on avait initié une digitalisation de nos activités avec un outil, une application, devrais-je dire, qui s'appelle Quick Match, qui permet, un peu comme son nom l'indique, de rapprocher finalement à la fois des profils et puis des besoins chez les entreprises. Il se trouve qu'on avait développé cette activité ou cette application pour l'hôtellerie, et la restauration. Pour le coup, cette activité s'arrête totalement. Et donc, comment on fait en sorte, avec de l'agilité, avec de la rapidité, de la faire évoluer vers des activités, qui étaient demandeuses finalement de cette application, sachant que tout peut se faire évidemment en digital jusqu'à la formalisation du contrat. Et puis surtout, comment, par rapport à des secteurs où nous n'étions pas du tout, je pense à l'agriculture, vous vous souvenez de ce message du ministre de l'Agriculture qui lance une grande opération en disant il va nous manquer, est-ce que c'était 100 000 ou 120 000 bras pour aller faire les cueillettes dans les champs qui ne peuvent pas attendre. Et donc là, comment nous, ADECO, on est proactif vis-à-vis de ce milieu d'agriculteurs auprès de la FNSEA pour nous développer et répondre aux besoins des agriculteurs qui cherchaient désespérément des bras. Ensuite, notre sujet majeur, c'était bien entendu de protéger l'emploi. On a parlé de protéger la santé des collaborateurs, mais bien évidemment, dans un groupe comme le nôtre, l'emploi est évidemment critique. Deux choses. Je pense que c'était aussi un moment unique pour développer l'employabilité de ces collaborateurs. Donc, on a pris deux initiatives. La première, c'est, et c'est un peu notre savoir-faire chez LHH, donc ça tombait bien, de mettre en place ce qu'on appelle de la VAE, de la VAE collective. Ça, c'était la première initiative. Et ensuite, via des partenariats avec deux start-up, même si maintenant, c'est des belles entreprises, je pense à Corp Academy et à Open Classroom, on a permis finalement à nos collaborateurs d'accéder en ligne à un certain nombre de formations avec des résultats tout à fait significatifs. On a 2000 collaborateurs qui se sont mis en situation pour profiter de cette crise pour se former. Je ne voudrais pas être trop long parce que je sais qu'il y aura aussi des questions. Peut-être un mot sur maintenant. Quelle est la situation et les perspectives? D'abord, on est évidemment extrêmement attentif à l'évolution de la situation. La question, c'est est-ce que ça sera une crise en U ou une crise en V? La crise en V étant évidemment une reprise quasi aussi rapide que la crise, ou alors une reprise en U où la crise que l'on vit aujourd'hui et notamment la relance de l'économie va prendre quelques temps. J'ai pas de boule de cristal, on est extrêmement prudent. On voit que le gouvernement est assez agréablement surpris par l'activité du mois de mai qui a l'air de reprendre de façon intéressante. Nous, notre sujet, c'est comment dans cette période-là, comment on va être en mesure finalement de pouvoir garantir être un acteur majeur de l'emploi et notamment sur les territoires. En prenant pour le coup plusieurs initiatives. Une initiative qui vise à favoriser la mobilité à la fois intra-groupe. Je vous prends juste un exemple. On a une activité très importante dans le groupe ADECO de recrutement et on a l'activité que je dirige qui est le leader de l'outplacement. On voit bien qu'aujourd'hui l'activité de recrutement est en difficulté, en tout cas la reprise n'est pas encore là.
Et malheureusement, on va avoir des plans sociaux, il va falloir avoir des consultants pour accompagner les salariés qui vont être dans des périodes de chômage. Et donc, comment faire en sorte que ces salariés viennent temporairement nous aider, à la fois pour déployer leur employabilité, vivre une nouvelle expérience. Donc, on a fait des propositions auprès du gouvernement pour que cette mobilité intragroupe, qui est un peu compliquée, hein, on va dire les choses comme ça en France, puisse se développer. Deuxième initiative, mobilité inter-entreprise. Vous avez des entreprises qui cherchent de la main-d'œuvre désespérément. Je pense par exemple aux établissements de soins. Et d'un côté, des entreprises qui, pour une période provisoire, dont on ne connaît pas forcément la durée, mais avec des vraies compétences, ces entreprises souhaitent la garder. Donc, comment on a ce qu'on peut appeler de la mobilité temporaire entre entreprises et comment on organise, comment ADECO peut organiser ça sur les bassins d'emploi. Et puis peut-être une dernière forme de mobilité, ce qu'on pourrait appeler la mobilité apprenante, où dans des périodes d'inactivité, et il y aura malheureusement des chômeurs supplémentaires, on profite de cette période pour avoir des personnes qui soient soit dans des missions, soit dans des formations de reconversion qui répondent bien, et ça sera mon dernier mot, à des besoins immédiats sur les territoires, et pas une formation qui soit une fin en soi, mais qui soit un moyen pour répondre aux besoins de compétences sur le bassin d'emploi. Merci beaucoup, Monsieur Moreau, pour toutes ces précisions. Ce que je propose maintenant, c'est de revenir avec Madame Célia Coq-Chevalier, directrice générale de Bucherer, sur la gestion par la Maison Bucherer de la séquence de confinement. J'imagine que ça a été relativement brutal, cette séquence de confinement, avec la fermeture administrative de la boutique parisienne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre gestion de cette séquence de confinement-déconfinement et sur le maintien de votre activité? Oui, alors nous avons été impactés en réalité un petit peu avant parce que dans les maisons du luxe, nous sommes très dépendants souvent de la clientèle étrangère. Or, il se trouve que la crise du coronavirus a commencé en Chine bien avant. Et depuis le mois de janvier, nous en avons senti les effets, puisqu'à partir de mi-janvier, les clients chinois ne pouvaient plus venir en France. Et même un petit peu auparavant, quand ils venaient en France, il y avait une certaine crainte des salariés de se dire est-ce qu'ils ne sont pas eux-mêmes porteurs du virus et est-ce qu'on ne risque pas, nous, d'être contaminés. Donc ça nous a obligés, à partir de début janvier, à mettre en place un certain nombre de mesures, notamment concernant les masques, concernant les lingettes, concernant tout ce qui était problème d'hygiène sanitaire au sein du magasin. Et puis, évidemment, à partir du mois de mars, on a suivi la fermeture administrative de nos établissements. Alors, notre CEO, Guido Tsumbul, qui lui était déjà à la tête de la maison Bucherer au moment de la crise du SRAS, avait déjà anticipé un certain nombre de choses car il savait que c'était une crise, par exemple pour l'horlogerie, qui avait été plus importante que la crise du quartz à l'époque. Maintenant, le plus difficile au moment où c'est arrivé, c'était de trouver une façon de communiquer avec les équipes pour que tout le monde ait le maximum d'informations le plus vite. Je dois avouer que WhatsApp a été d'une grande utilité puisque nous avons créé des groupes pour l'ensemble des salariés afin de garder un lien aussi et de transmettre les informations. Il fallait bien sûr s'assurer que même après les 15 jours de fermeture, tous nos salariés allaient bien et qu'il n'y avait pas de personnes contaminées parce que pour nous, la sécurité des salariés, bien entendu, était la priorité. Et puis, au moment de la fermeture administrative, eh bien, ce sont plusieurs domaines qui doivent être gérés un peu de façon concomitante, à la fois les ressources humaines, la sécurité, bien sûr, pour nous, qui sont des domaines stratégiques, nos partenaires, la partie finance, les achats, et tout ce qui est ensuite marketing, client, communication. Au niveau des ressources humaines, bien sûr, avec le CSE, nous avons étudié avec la Suisse les conditions dans lesquelles qui de nos salariés d'abord serait en chômage total, qui de nos salariés pourrait continuer à avoir une activité en télétravail, bien sûr, et ensuite nous avons fait des demandes d'indemnisation pour le chômage partiel. Au niveau de la sécurité, bien évidemment, quand on a autant de valeur que nous dans les magasins, il est important de travailler avec la police, de les informer de nos fermetures, de s'assurer que le magasin soit vide, que les contrôles des caméras fonctionnent, etc. Il y a un certain nombre d'actions, que toute la partie technique ne soit pas en danger pendant une fermeture qui s'annonçait quand même très longue. Par rapport à nos partenaires, ça a aussi des impacts. Alors,
J'entendais l'intervenant précédent effectivement dire qu'avec la fermeture des sociétés, ça avait eu des répercussions. Et oui, sur nos sous-traitants, nous avons eu les mêmes répercussions puisque nous avons suspendu un certain nombre de contrats, par exemple les fleurs, le ménage, l'autre, etc. Et on a maintenu des permanences sur d'autres, notamment pour tout ce qui était technique. Pour la partie achat, il fallait renégocier avec les différentes marques et anticiper le retour parce qu'il y allait avoir des livraisons puisque c'était la période des nouveautés. Donc il fallait anticiper que la reprise se ferait timidement probablement. Et là, en tant que bon gestionnaire, il faut bien entendu quand on relance ne pas avoir trop de soucis de surstockage parce que ça mobilise une capacité financière et en même temps il faut rester attractif pour les clients qui eux viennent voir ces nouveautés. Et puis, en termes de marketing et de communication vis-à-vis de nos clients, bien entendu, il faut pouvoir rapidement leur communiquer que le magasin est fermé, ou que les magasins est fermé, puisqu'on a aussi Bûcheron Distribution, une franchise Oméga de l'autre côté de la rue. S'assurer et rassurer les clients pour tout ce qui est partie SAV, par exemple, parce qu'un garde-temps, c'est souvent une histoire d'émotion, et le client nous confie son garde-temps et ne va pas pouvoir le porter pendant 2 mois. Donc parfois, émotionnellement, c'est un petit peu compliqué, même si il y a d'autres enjeux dans le confinement, mais ça reste quelque chose d'important pour nos clients. Et puis répondre aussi aux différentes demandes de tout ce qui est modèle professionnel ou modèle demandé, parce que les demandes des clients continuent d'arriver et la gestion d'un site internet dans ces moments-là est essentielle pour maintenir du lien. Alors c'est vrai que pendant le confinement, vous parliez tout à l'heure de formation, on a continué nous aussi à former nos équipes. D'abord, ça nous permettait de garder du lien et ça permettait de garder un niveau de compétence vis-à-vis des équipes. Et puis, au niveau des clients, on a lancé des événements virtuels avec des CEO de grandes marques qui sont venus présenter en avant-première certaines nouveautés, puisque nous avons notamment des collections spécifiques Bûcheron qui sont les Blue Edition. Eh bien, nous les avons lancées sur Internet avec des VVIP qui ont pu profiter de ces différents lancements. Et puis, heureusement, est arrivée la phase de réouverture, donc une phase qui a été anticipée par la cellule de crise qui était restée là pendant un certain temps. On a mis donc à peu près une dizaine de jours pour anticiper la reprise avec nos financiers et la Suisse. Les mesures de chômage partiel ont été maintenues. Les mesures de sécurité ont été prises pour assurer la réouverture dans de bonnes conditions. On a décidé, par exemple, pour les back-office, de garder le télétravail, et je pense que ça, c'est quelque chose qui restera peut-être de façon un peu plus pérenne par la suite. Et puis, au niveau du magasin, nous avons réajuster nos ressources en fonction de l'anticipation de nos clients étrangers qui ne reviendraient pas et nous avons maintenu le chômage partiel pour un certain nombre d'équipes avec des fermetures sur des plages horaires un petit peu élargies, c'est-à-dire qu'au lieu d'ouvrir par exemple de 10h à 19h tel que c'était le cas auparavant, nous ouvrons de 11h à 19h, nous n'ouvrons plus les dimanches ni les jours fériés et toute cette ouverture a été réaccompagnée par la médecine du travail, bien entendu, et la collaboration très forte de notre CSE que nous avons toujours gardé en lien par le biais de réunions virtuelles que nous avons organisées tout au long de ce confinement, ainsi qu'avec nos équipes d'ailleurs, sous le biais par exemple de petits apéritifs virtuels ou des temps avec les clients de la même façon. Voilà, maintenant la partie difficile dans nos métiers du retail, quand on réouvre comme ça, c'est de rassurer aussi nos clients et de communiquer vis-à-vis de nos clients sur toutes les mesures qu'on a prises pour faire en sorte que lorsqu'ils sont dans un magasin, il n'y ait pas de risque. Donc, nous avons installé un certain nombre de plexis pour pouvoir garder quand même une discussion avec le client sans forcément qu'il y ait un masque. On met des masques à disposition des clients, bien entendu. Le problème des SCH chez nous est assez crucial puisqu'il faut désinfecter. Alors, les montres en acier ne posent pas de problème. On peut désinfecter le bracelet. On peut demander au client de désinfecter son poignet, de mettre un gant et de l'essayer. Le problème des bracelets en cuir est un petit peu plus difficile à gérer. Mais nous avons du papier cellophane qui permet d'entourer le poignet du client pour lorsqu'il va poser cette montre-là. Et nous sommes à l'étude de machines
qui pourront, machines à UV, qui pourront, lorsqu'on met la montre à l'intérieur, sans endommager la montre, désinfecter les bracelets cuir. Donc voilà, ça nous demande d'être créatifs, ça nous demande d'être réactifs, ça nous demande de communiquer encore plus et de façon plus importante. Les sites web et les sites internet ont été essentiels pendant toute cette période et vont l'être encore plus aujourd'hui parce que l'on se rend compte que certains clients ont peut-être une appréhension à revenir. Donc on va continuer à développer ce genre de choses et je sais qu'on en parlera tout à l'heure, mais le stress au niveau des équipes est bien entendu malheureusement toujours présent et va le rester encore un certain temps. Merci beaucoup, Madame Célia Coq-Chevalier, pour ce retour d'expérience. On sait que chez Bucherer, il y a un volet logistique qui est une composante de l'activité. Cette composante de l'activité est encore plus présente chez Manutan, puisque je crois savoir que vous avez à la fois un site logistique et des call centers. Monsieur Michel, est-ce que vous pouvez nous indiquer de quelle façon vous avez réussi à gérer cette séquence de confinement, déconfinement chez Manutan ? Oui, alors tout à fait. Effectivement, la plateforme logistique chez Manutan, c'est indispensable puisque en tant que distributeur multicanal dans le e-commerce, nous avons besoin de stocker nos produits. Et effectivement, déjà tout d'abord, nous devions d'assurer une continuité de service dans cette période de crise puisque en tant que fournisseur d'équipements pour les entreprises, les activités et notamment de protection individuelle, il fallait à tout prix qu'on puisse assurer le service de qualité à nos clients sur ces produits qui étaient évidemment très attendus. Donc on a mis en place un plan de bataille pour faire face à cette guerre dont nous parlait notre président de la République. Et ce plan de bataille, c'était évidemment tout d'abord l'instauration d'un comité Covid au niveau du groupe qui se réunissait tous les 2 jours et qui prenait des décisions pour l'ensemble du groupe, donc à la fois en France et dans l'ensemble de l'Europe. Alors sur la plateforme logistique, effectivement, c'est un sujet très important puisqu'on est sur le sujet de la santé et de la sécurité. On a donc, nous, maintenu nos différentes plateformes logistiques, où qu'elles soient, en Hollande, en Angleterre, en République tchèque ou même donc évidemment en France, et notamment sur notre site européen, le siège à Gonesse. Et très clairement, on a équipé tout de suite nos collaborateurs des différents éléments de protection individuelle qui sont maintenant monnaie courante, mais au début, ça ne l'était pas, et notamment en masque et en protection de gel et autres. On a évidemment sécurisé le site, c'était extrêmement important. On y reviendra sur effectivement le point du stress parce que c'était un sujet notamment pour nos collaborateurs qui devaient continuer, eux, à venir tous les jours sur le site. Alors, il faut savoir que à Gonesse, on a beaucoup de collaborateurs, notamment qui viennent par leurs propres moyens, véhicules personnels. Donc, on n'avait pas ce souci des transports publics pour cette partie logistique, en tout cas. Donc, ça, c'était un élément clé pour nous. Aussi, le fait de pouvoir venir en toute sécurité sur le site. Et puis, on a continué à assurer un certain nombre d'actions sur le site, comme notamment le restaurant d'entreprise, puisqu'on a notre propre restaurant d'entreprise, où là, on a mis en place tout de suite des gestes barrières avec un service complètement renouvelé, complètement réadapté, puisqu'il ne s'agit plus d'un self-service où chacun va se servir, et là on les sert presque à la place, je dirais, avec encore une fois les limites respectées entre les uns et les autres. Donc c'est vrai que ça a été un élément important. Pour la partie tertiaire, évidemment aussi, c'était un enjeu. C'est un bon 1/3 de nos effectifs dans le groupe, sur les 2300 salariés. Ces collaborateurs étaient déjà en test sur le télétravail depuis quelques mois. Donc ça tombait bien, puisqu'on avait déjà insufflé cette philosophie dans les esprits, et on avait aussi équipé les collaborateurs. Et pour tout vous dire, l'enjeu était notamment pour le call center. Et en fait, on avait déjà expérimenté du télétravail pour les collaborateurs du call center. Et donc c'est ce qu'on a fait tout naturellement, c'est de démultiplier pour l'ensemble des 500 collaborateurs, on va dire tertiaires, cette possibilité du télétravail. Il faut dire qu'on avait beaucoup investi dans ces dernières années, tant sur notre plateforme IT que sur les outils digitaux. Donc c'est vrai qu'on a pu bénéficier, je dirais, des fruits de tous ces investissements colossaux réalisés les années antérieures. Et donc tout le monde s'est mis au travail. Alors oui, on a évidemment du recours aussi à l'activité partielle, parce que en fonction des départements, la charge de travail a été complètement réévaluée. Il s'agissait là d'être sur des sujets de crise et non plus du run. Et donc, on a évidemment adapté notre travail, l'idée étant servir le client à tout prix. Donc, toutes nos équipes produits, nos équipes sourcing se sont démenées pour trouver des nouveaux produits, pour élargir notre gamme de produits sur les EPI.
Et évidemment, tout le monde derrière, en fonction support, a suivi. Donc ça a été un vrai travail collectif. Je dirais aussi qu'on a, évidemment, pour sécuriser les collaborateurs chez eux, on a aussi lancé un questionnaire flash pour savoir quelles étaient les conditions matérielles dans lesquelles ils se trouvaient chez eux. Et suite à ça, on a eu donc plus de 320 répondants et 7% des collaborateurs nous ont dit qu'il y avait des vraies difficultés pour travailler de chez eux. Les autres nous ont demandé à bénéficier de certains matériels qu'ils pouvaient avoir dans leur cadre professionnel. Et donc, on a collecté tout bonnement la liste des besoins. Donc, on a eu 132 demandes de chaises, 136 demandes de casques, etc., etc. Et en fait, on a organisé un drive avec un roulement, évidemment, pour éviter que les gens se croisent. Mais nos services généraux ont donc mis à disposition des collaborateurs à l'entrée du site de Gonesse, par exemple, leur propre matériel étiqueté pour qu'ils viennent chercher leur matériel, les doubles écrans, notamment pour les gens qui travaillent au call center, etc. etc. Donc, ça a été vraiment une phase d'adaptation et d'innovation de nos modèles pour que chacun puisse travailler confortablement, tant sur site que chez soi. Évidemment, on a aussi mis, comme bon nombre d'entreprises, mais une ligne de soutien et d'écoute psychologique à distance avec des partenaires externes pour que toutes les questions puissent être posées. Donc, c'est des questions liées à l'organisation personnelle, à l'isolement, aux tensions aussi dans le mode de fonctionnement avec les équipes, avec les managers, puisque pour les managers, c'était aussi une nouvelle forme de fonctionnement et d'animation d'équipe. Donc, bref, une oreille attentive qui a pu les rassurer, désamorcer aussi certaines situations et là encore sécuriser les collaborateurs. Alors sur la séquence déconfinement, on l'a fait de manière très prudente aussi, sachant que chez Manutan, on a des principes depuis le début qui sont les mêmes qu'on a appliqués dans tout le groupe. On a décidé dès le départ, c'est-à-dire 1, conserver la confiance de nos collaborateurs, 2, éviter toutes les contaminations sur nos sites, 3, améliorer l'efficacité de Manutan quant au service client, prendre en compte certaines situations individuelles dont je parlais à l'instant, qui peuvent être donc des difficultés personnelles chez soi, mais aussi suivre les recommandations des gouvernements respectifs. Ça, c'était très important et les contraintes juridiques associées. Et puis, on est aussi toujours chez Manutan dans le test and learn. Donc, ce qu'on s'est dit pour le déconfinement, c'est qu'on allait proposer à un petit panel de collaborateurs de revenir. Et donc, on les a aussi cocoonés, puisqu'il y a une task force qui s'est mise en place le 11 mai, pour préparer le site, pour préparer les sites, avec des flux, un système de gestion des arrivées et des départs, un système aussi de fonctionnement. Donc, on leur a appris à revivre sur leur site et à former par rapport aux gestes barrières. Et évidemment, ça va de soi, les équiper. On a fourni 2 masques à chacun par jour, des gels, etc., etc. Et l'idée, ça a été donc de préparer le site sur 15 jours et ensuite de faire venir par petits groupes des collaborateurs pour ensuite apprendre de cette expérience. Et on a prévu donc une deuxième vague qui arrivera à partir de mi-juin, où là, probablement, nous sommes à l'étude pour faire revenir les collaborateurs en mode roulement, pour aussi réinviter chacun et chacune à se réapproprier les lieux, des lieux différents de vie qu'ils avaient avant, mais aussi à sortir de chez soi, parce qu'on sait que pour certains, la reprise est une appréhension, donc c'est important. Et donc, on est sur ce sujet-là aujourd'hui. Un geste à noter pour finir, c'est que pour accompagner, soutenir les collaborateurs et surtout noter cet engagement depuis le début, on a donc maintenu les salaires chez Manutan à 100% depuis mars jusqu'à fin mai. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Je pense que le drive et derrière les formations pour permettre aux salariés de travailler différemment vont inspirer nos participants. Nous avons la chance d'avoir autour de cette table ronde virtuelle un intervenant et une entreprise qui ont fait appel à un procédé tout à fait novateur pour gérer cette séquence de confinement-déconfinement. Nicolas Recapet de chez Talent. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le recours à l'intelligence artificielle dans le cadre de cette gestion de crise? Oui, bien sûr. C'est vrai que comme ce qui a été évoqué auparavant, on a été confronté, nous aussi, à une baisse d'activité brutale de la part d'arrêt de mission, effectivement, de la part de nos clients. On a la chance chez Talent d'être dans un environnement que je vais appeler un petit peu digital native, puisque c'est notre cœur de métier d'aider nos clients dans cette transformation. Et donc, c'est vrai qu'on avait déjà beaucoup d'outils à notre disposition. Le télétravail est quelque chose qui était déjà opérationnel et donc
plus de 90% aujourd'hui de nos collaborateurs sont équipés en outils pour pouvoir fonctionner à distance. On travaille à 90% aussi chez nos clients, ce qui rajoute une complexité un petit peu différente, hein, notamment pas dans la phase de confinement, puisque là, ça a été finalement assez simple, mais plutôt dans la phase de déconfinement, puisqu'il faut qu'on s'adapte à tous les plans de déconfinement de nos clients. Donc, le digital native que l'on avait chez Talent nous a permis assez rapidement de pouvoir nous mettre en ordre de marche par rapport à cette crise. Les systèmes aujourd'hui mis en œuvre et la communication qui était évoquée tout à l'heure est un des maillons extrêmement forts aujourd'hui dans la gestion d'une crise de ce type-là. On a un navire assez bien armé là aussi, puisque on a un réseau social d'entreprise qui permet de communiquer, de faire du live comme on fait là aujourd'hui avec l'ensemble de nos collaborateurs, avec un nombre de dirigeants ou de collaborateurs relativement importants pour expliquer, être transparent et communiquer en permanence. Donc ça c'est important, avec aussi, c'est important de le noter, une grande liberté laissée aux collaborateurs, parce que tout le monde a affronté aussi cette crise avec une grande inconnue. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va gérer ça? On s'est tous retrouvés finalement enfermés chez soi pendant quasiment presque 3 mois. Donc chacun a aussi eu la liberté, l'autonomie d'utiliser les outils qui étaient à sa disposition pour pouvoir justement gérer et proposer ses propres services. À titre d'illustration, on sait que très vite, on a identifié que la gestion des enfants était compliquée, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on devait télétravailler tout en gardant des enfants. Quand vous avez des enfants à qui il faut faire l'école en parallèle de votre télétravail, c'est parfois assez compliqué. Donc, on a mis, certains collaborateurs d'emblée se sont proposés, ont mis en place une communauté sur notre réseau social d'entreprise et ont proposé des astuces pour pouvoir gérer, cadencer. Certains même ont proposé des cours directement. Donc, une grande autonomie a aussi été laissée à nos collaborateurs pour proposer ce type d'initiative. Un jour, au tout début de la crise, il y en a un qui a posté une première vidéo en disant voilà mon nouvel environnement de travail. Ça a initié un challenge Office. Et donc, on s'est tous mis à faire ça. Et tous les collaborateurs, par exemple, du groupe ont pu découvrir que j'étais à titre personnel un grand fan de BD. Il y avait toutes mes BD qui étaient derrière moi, derrière l'écran. Voilà. Donc, ça, c'est assez important. Et c'est vrai que même si on avait cette opérationnalité finalement déjà presque présente et native chez nous, on a souhaité aller plus loin parce que c'est dans notre ADN et on a utilisé notamment l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, elle trouve plusieurs intérêts. Elle trouve des intérêts directement dans la façon dont on peut gérer la crise. À titre d'illustration, on a mis un outil conversationnel basé sur l'intelligence artificielle, agréé par le ministère de la Santé, avec des partenaires qui permet, au cours de quelques questions assez rapidement, de savoir si on a des symptômes, quelle est la réaction que l'on doit mettre en œuvre, que l'on doit prendre par rapport à des symptômes que l'on doit avoir. Autre exemple, aujourd'hui, on a installé dans nos locaux des tapis intelligents qui permettent de mesurer finalement le nombre de personnes qui passent, qui rentrent dans un espace. Parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'avec ce déconfinement, on a des capacités limitées et on a dû redesigner, comme tout le monde, la capacité maximale de chaque zone, que ce soit une zone de cafétéria, un bureau, une salle de réunion, un accueil. Et donc, on a des tapis intelligents qui permettent aujourd'hui d'indiquer tout de suite aux personnes s'ils peuvent rentrer ou pas dans la zone, parce qu'on sait qu'on a cette information-là. Et ça, cette donnée, on va pouvoir l'utiliser pour proposer justement des services derrière et aller encore plus loin dans l'information. Autre type d'illustration, encore une fois sur l'aide que peut apporter les nouvelles technologies, on a au travers du Syntec, qui est notre fédération, œuvré à faire un hackathon justement pour regarder comment est-ce qu'on pouvait mettre au service les technologies dans le cadre de cette crise-là. Et ce hackathon, il a permis d'identifier une solution très vite, permettant de fiabiliser, grâce à de la technologie blockchain, les dons qui pouvaient être faits à des établissements de santé. Donc ça, voilà, ce sont des solutions qu'on a mis en œuvre pour accompagner aussi nos collaborateurs. On a développé une application en quelques jours, grâce à notre plateforme tunisienne, qui en quelques jours s'est mobilisée à développer une application qu'on pourrait assez rendre similaire à ce qui aujourd'hui est autorisé désormais, l'application Stop Covid, mais qui avait pour nous un premier intérêt qui était de pouvoir récupérer
le sentiment, comment nos collaborateurs vivent ça, comment est-ce qu'on doit ajuster le tir par rapport à certaines informations, est-ce qu'ils ont l'équipement nécessaire pour pouvoir fonctionner. Voilà. Et ça permet aux managers directement d'avoir des informations grâce à cette app. Donc, vous voyez, la technologie aide aujourd'hui effectivement énormément dans la gestion de cette crise. Merci beaucoup, Monsieur Recapet, pour toutes ces précisions. Le recours à l'intelligence artificielle, ça c'est quelque chose d'assez inédit, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Et je ne sais pas si l'intelligence artificielle a été utilisée à la Mutuelle Générale, mais je crois que le recours au télétravail en cas de crise sanitaire avait été anticipé dans l'accord d'entreprise. Stéphane Garnac, notre directeur général adjoint, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette gestion de la séquence confinement-déconfinement au sein de la Mutuelle Générale ? Oui, merci. Alors effectivement, la séquence confinement-déconfinement, la Mutuelle Générale avait signé un accord télétravail, son premier accord télétravail en septembre dernier. Et dans cet accord, qui était assez classique dans sa conception, on prévoyait un jour de télétravail par semaine et par collaborateur, et puis une phase pilote à partir du mois de mars. Mais on avait introduit un article qui prévoyait que dans 2 cas, il pouvait y avoir un télétravail généralisé. Le premier en cas de grève des transports en commun et le deuxième en cas de crise sanitaire. Et on avait mis comme exemple le SRAS. Alors, autant vous dire que le test a été fait grandeur nature, hein, puisque nous, on a confiné évidemment tout le monde et fermé nos agences au public le 16 mars. Donc ça a été évidemment extrêmement rapide. On avait activé la cellule de crise du plan de continuité d'activité fin février. Donc tout le COMEX se réunissait 2 fois par semaine autour du sujet, puisqu'on voyait ce qui se passait un petit peu partout. Donc on a très rapidement confiné tout le monde, et dans la même semaine, la semaine du 16 mars, on a consulté le CSE sur le chômage partiel et sur le confinement, en fait, hein, tous les éléments autour du confinement. On a eu très vite un avis en séance du CSE. Et c'est un des points importants. Moi, j'ai noté pendant cette phase une vraie compréhension, une vraie solidarité, à la fois côté salarié, mais également côté des partenaires sociaux, hein, où tout le monde s'est mis en ordre de bataille. On n'a pas eu, par exemple, de difficulté à obtenir un avis positif sur le chômage partiel, même si nous ne l'avons pas activé. Ça, c'était un choix d'entreprise de ne pas solliciter la solidarité nationale, mais ne sachant pas combien de temps cette crise allait durer, on avait néanmoins consulté le CSE, donc on fait partie en gros des 12 millions potentiels qui ont demandé le chômage partiel versus les millions ou 2 millions seulement qui l'ont activé en France. Donc nous ne l'avons pas activé, mais les partenaires sociaux ont rapidement accepté. Et puis nous avons donc mis tout le monde en télétravail. Alors, confinement, déconfinement, l'activité finalement elle s'est poursuivie quasi normalement, hein, pendant toute cette période, et elle continue encore. Donc on n'a pas été dans une configuration de redémarrage comme peuvent être certaines entreprises qui ont fermé des magasins ou qui ont eu des entrepôts fermés. Et nous, on a continué différemment. On a pu faire travailler en télétravail à peu près 92% des salariés. Alors, dans des conditions qui ne sont pas toutes optimales. Il y a des métiers pour lesquels c'est plus difficile. Et puis, il y a des métiers pour lesquels c'est impossible. Des métiers de logistique, d'entretien des locaux, évidemment, ça, c'est impossible. On a maintenu une petite activité de collaborateurs qui sont venus pendant tout le confinement sur les sites, notamment dans les centres de tri et numérisation, de façon à alimenter la machine et à alimenter les outils de tous les courriers que pouvaient nous envoyer les adhérents. Donc il faut les scanner et puis il faut ensuite les intégrer dans les outils pour que ceux qui sont en télétravail puissent le faire. Donc ça s'est fait pendant tout le confinement. On a rapidement mis l'accent, enfin on a accéléré un plan QVT qui prévoyait un certain nombre d'actions autour de la qualité de vie au travail, et notamment tout ce qui concernait l'aide aux devoirs, tous les éléments de facilitation autour non pas de la garde d'enfants, mais de la gestion des enfants à domicile. Nous, on a en gros 1600 collaborateurs et 600 qui ont des enfants de moins de 16 ans. Donc qui potentiellement auraient été en capacité d'avoir un arrêt de travail
et la garde d'enfants. Et sur ces 600, on en a 31 seulement qui l'ont activé. Donc c'est assez faible. Et on a en parallèle plutôt aidé à la gestion des situations individuelles et aider notamment les collaborateurs à travers un programme d'aide aux devoirs qui permettait, on était au mois d'avril, hein, c'était avant les vacances de Pâques, c'est cette période où l'éducation nationale s'organisait un peu comme elle le pouvait dans l'urgence, et c'était une vraie problématique extrêmement forte. Donc ça, l'aide aux devoirs qui existait précédemment, elle a vraiment été boostée pendant cette période-là. Je pense qu'elle a aidé les collaborateurs à faire face à ces difficultés. L'autre élément sur lequel on a mis l'accent, c'est tout ce qui est le lien, notamment avec des collaborateurs qui étaient isolés parce qu'ils étaient en congé maladie, en congé maternité, en congé parental, enfin qui n'étaient pas physiquement dans l'entreprise et qui n'avaient pas le lien managérial ou le lien des collègues, même avant le confinement. Donc ça a été de tous les contacter, de pouvoir créer via l'assistante sociale, via les managers, des liens avec eux de façon à ce qu'ils se sentent, eux qui sont déjà un petit peu éloignés, qui ne se sentent pas encore plus éloignés. On a mis l'accent, donc le corollaire de la non-activation du chômage partiel, c'était de demander aux collaborateurs de prendre des congés. On avait des stocks assez importants de congés à la Mutuelle Générale et sans activer les possibilités des ordonnances d'imposer les jours de RTT notamment, on a eu une très bonne surprise de pause très spontanée des congés. Je parlais de solidarité tout à l'heure des collaborateurs. On a quasiment éclusé tout le reliquat des congés payés très spontanément, sans avoir à l'imposer. Et ça, c'était donc très bien. L'autre élément, c'est la formation. On en a déjà parlé. Nous, on est dans un secteur réglementé. Hein, on a un certain nombre de formations impératives, obligatoires à faire contre le blanchiment, contre des devoirs de conseil, etc. Et ces formations, là, pour le coup, on a imposé le fait qu'elles soient faites pendant ce confinement pour les équipes, notamment les équipes commerciales, de façon à ce que ça ne consomme pas du temps après, quand l'activité redémarrera. Donc, ça, c'est la période de confinement. Alors, déconfinement, alors on est en plein dans l'actualité, puisqu'on a posté hier soir sur la BDES à 20h le plan de déconfinement. Donc, c'est vraiment dans l'actualité, le CSE est la semaine prochaine. On est sur un déconfinement qui est très progressif. Hein. Nous, on table sur d'abord celles et ceux qui sont sur certaines activités essentielles pour lesquelles il y a nécessité de revenir sur site. On a notamment des plans immobiliers, des déménagements en cours, donc il faut être sur site évidemment pour les préparer. Certaines équipes informatiques, des équipes de la relation adhérent, ceux qui répondent à nos adhérents au téléphone, et puis ceux qui le souhaitent. Donc on a recensé avec les DRH auprès de tous les collaborateurs ceux qui souhaitaient revenir sur site parce que, alors pour des raisons personnelles, parce qu'ils souffrent d'éloignement, parce qu'ils n'ont pas des bonnes conditions chez eux, enfin peu importe, ceux qui souhaitent revenir sur site, et puis ceux qui ont donc les difficultés, troisième catégorie, des difficultés à travailler à distance, soit que les outils ne sont pas 100% adaptés, soit qu'ils n'ont pas l'autonomie nécessaire et qu'ils ont besoin d'un cadre et d'un cadre professionnel. En gros, ça va nous mener à en gros 25% de l'effectif qui devrait revenir sur site par roulement, hein, pas tous en même temps, à partir de mi-juin. Hein, on vise en gros le 15 juin pour les sites physiques et un petit peu avant pour les activités commerciales. Et notamment, on a beaucoup de commerciaux qui trépignent et qui sont impatients d'aller revoir leurs clients. Et ça, pour les DRH, c'est très compliqué de leur faire comprendre que il faut patienter un petit peu. Donc, on va l'organiser le plus vite possible, notamment pour les équipes commerciales, parce que les clients le souhaitent. Et puis, un certain nombre de clients aussi qui ont rouvert ne comprennent pas forcément que les équipes commerciales ne viennent pas les voir, alors que même on rouvert. Donc voilà, ça c'est une des petites complexités qu'il faut gérer. Et donc déconfinement très progressif à partir du 15 juin, poursuite quand même majoritaire du télétravail et poursuite du télétravail jusqu'à la rentrée au moins. Et puis réflexion aussi sur tout ce que cette crise nous apprend sur le télétravail et sur le télétravail qui était plutôt en mode mineur et qui peut devenir en mode majeur, et le présentiel devenir le mineur à la rentrée prochaine. Merci beaucoup, Monsieur Ganac, pour cette intervention et toutes ces précisions.